Good afternoon, good Bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs. Avec votre permission, j'aimerais vous présenter 3 personnes. Ces personnes ne se sont pas trop présentées, mais j'aimerais que vous les voyiez. Nous avons au milieu de nous le président du conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, votre banque, notre banque à tous. Il est également ministre des Finances et des Affaires économiques de la République de la Gambie. Pour votre information, le conseil des gouverneurs, c'est l'organe décisionnel le plus élevé. Honorable ministre, Sidi Keita, sous bien vouloir vous lever, acclamez pour lui. C'est l'honorable ministre des Finances et des Affaires économiques de la République de la Gambie. Nous avons également un autre gouverneur, ministre pour la planification et la coopération internationale de la République de Guinée. Honorable ministre, acclamez très fort pour lui. Il a signé ce même protocole d'accord avec nous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous avons également un administrateur de la banque, parce que nous avons deux organes décisionnels. Il y a le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs. Le conseil d'administration voit ses membres nommés par le conseil des gouverneurs. Il y a M. Ousmane Ba du Sénégal. Acclamez très fort pour lui. Merci beaucoup. Alors, nous avons votre vice-président en charge des opérations, Dr Olagunju Ashimolowo. Acclamez très fort pour lui, le vice-président des opérations de notre banque, le vice-président risque, Dr Soumaoro Mori de la Côte d'Ivoire. Acclamez très fort pour lui. Merci beaucoup. Voici l'équipe dirigeante de la BIDC. Alors, distingués mesdames et messieurs, je crois que c'est un événement parlant. Merci Anita et à votre collègue également du Togo. Vous avez fait un travail merveilleux, nous apprécions votre effort. Je n'aurais pas imaginé que cet événement serait tant couronné de succès. Cela me fait chaud au cœur. C'est le tout premier du genre. Nous aimerions que vous puissiez collaborer avec nous pour combler les lacunes, identifier bien sûr, et pour que à chaque fois que nous allons commencer les projets, nous savons qu'il y a des difficultés, mais nous savons que désormais, il y a des perspectives pour résoudre les problèmes identifiés. Alors, je peux dire que j'ai appris 10 choses de cet événement, ce forum de 2 jours. Avec votre permission, je vais les énoncer. J'espère que cela vous édifiera également parce qu'on n'a pas de rapport détaillé. Cependant, j'ai bien écouté les interventions et les discours des différents acteurs. Et je crois que voici les 10 conclusions majeures que nous pouvons tirer de ce forum. Numéro 1. L'agriculture, la technologie sont critiques pour la sécurité alimentaire. Premier point. L'agriculture, la technologie, vous savez, si vous continuez à faire ce que vous faites dans ces 2 secteurs, on ne peut pas avoir un résultat différent. Ça veut dire qu'il faut ajouter de la technologie à notre mouvement agricole pour que nous puissions produire plus en matière de qualité et de quantité et pouvoir atteindre la sécurité alimentaire. Numéro 2, les partenariats publics et privés sont critiques importants pour l'infrastructure. Il faut que le secteur privé et le gouvernement puissent travailler de concert pour gérer le déficit structurel de notre région. Au sein de la CEDEAO, nous avons 6 milliards de dollars annuels qui est un déficit en matière infrastructurelle. Numéro 3, il y a un besoin de donner des prêts à des petites entreprises également. Vous savez, la plupart de nos économies, vu leur entente avec Bretton Woods, ils ne peuvent pas faire des prêts sur le marché international. C'est pour cela qu'il faut un secteur qui puisse offrir des prêts
aux uns et aux autres. Ce que nous faisons à la BIDC, nous donnons des prêts aux pays via le secteur privé pour leur permettre de financer leur développement infrastructurel. Je crois que nous avons déjà commencé cela en tant que banque. Il faut noter cela. Et il est important que nous puissions prêter attention à des prêts pour les uns et les autres, parce que certains de nos pays ne peuvent pas avoir des prêts sur le marché international. Numéro 4, l'infrastructure est importante. C'est pour cela qu'il faut que les coûts et les revenus puissent être alignés. En tant que banque, nous voyons comment est-ce que nous pouvons aller sur le marché des obligations pour pouvoir émettre des obligations pour pouvoir avoir des devises locales et financer les projets d'infrastructure dans les pays membres. C'est un sujet important pour nous et nous allons nous assurer de sa mise en œuvre. Numéro 5, nous avons également appris que la préparation de projets est centrale pour le déblocage des finances. Les institutions financières devraient voir comment est-ce qu'on peut s'assurer de la bancabilité des projets. Nous avons des panélistes qui en ont parlé, de l'initiation du projet. Il faut que la préparation du projet ait un rôle majeur. Je crois que le président de la banque, de l'association des banques de l'Afrique de l'Ouest en ont parlé. Certains n'ont même pas des plans d'affaires. Et il faudrait que chaque promoteur s'assure qu'il vienne avec des plans d'affaires, des business plans qui soient viables pour permettre à tout un chacun de pouvoir jouer sa partition à la perfection. Et tous les entrepreneurs, tous les promoteurs ici, il faudrait garder cela à l'esprit afin que lorsque vous venez nous voir, vous allez attirer notre attention à voir notre financement. Numéro 6, il faut la création de marchés pour le commerce agricole pour s'assurer la réussite des projets des fermiers. Il faudrait créer un marché. Vous savez, si on continue d'exporter nos produits, d'importer les produits des autres, on est en train de perdre parce que si on n'ajoute pas de la valeur à nos produits, on risque d'avoir des montants très faibles de nos produits. C'est pour cela qu'il faudrait s'assurer de créer un marché pour le commerce agricole. Lorsqu'on le fait, les agriculteurs seront motivés également pour plus produire et ainsi nous allons résoudre le problème d'insécurité alimentaire. Numéro 7. Les facilités de gouvernement pour stabiliser les prix est important. Vous savez, il faudrait avoir des facilités de stockage pour qu'à quelques moments que soit lorsqu'il y a des excès, on peut conserver les produits pour avoir des bons prix. Parce que lorsqu'il y a des manques, le prix augmente. C'est ce que nous avons appris dans ce forum. Numéro 8, il y a le besoin de développer des instruments financiers au lieu de les vendre. Cela a été clair aujourd'hui. Numéro 9, on a des ressources qui puissent nous permettre de négocier des contrats et avoir de l'importance. Vous savez, ce n'est pas juste une question d'exportation des matières premières parce que nous n'aurons pas assez d'argent. Si on peut les transformer, on aura des revenus plus élevés sur le marché. Et il est important de ne pas hypothéquer notre destinée juste en garantissant ou en prenant des prêts sur le marché international, mais ils utilisent notre matière première nous utilisons nos matières premières pour sécuriser ces prêts. C'est pour cela qu'il est très important qu'on puisse mettre l'accent sur le traitement et la transformation de nos matières premières. Maintenant, le dernier point, on a des millions d'étudiants qui sortent des universités à chaque fois. Cependant, il y a moins de possibilités de les mettre sur le marché. C'est pour cela que l'entrepreneuriat est la solution. Il faut des politiques de financement pour permettre que cela soit une réalité. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé du fait que nous sommes en train d'avoir des diplômés des universités chaque année. Malheureusement, ils n'ont pas d'emploi. C'est pour cela que l'entrepreneuriat est crucial. La formation est importante, le renforcement des capacités numéro 2 et également les financements. Il faut soutenir les jeunes pour qu'ils puissent atteindre leur vision. Voilà les 10 points les plus importants ou les recommandations que j'ai appris de ce forum. Je ne sais pas si c'est en adéquation avec ce que vous avez eu à apprendre. Maintenant, pour terminer, pourquoi est-ce que les investisseurs doivent venir dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest? Permettez-moi de dire ceci.
l'attraction d'investissement de l'Afrique de l'Ouest est plus élevée que les autres sous-régions du monde. Vous savez, si on va en Afrique de l'Ouest, nous avons tellement d'infrastructures, de potentiel en matière d'investissement infrastructurel, mais en Europe, tout est quasiment fini. Aux États-Unis, tout est déjà fini. En Asie, tout est déjà fini quasiment. Et donc, mais nous avons un déficit d'infrastructure en Afrique. C'est pour ça que je suis en train de dire que la capacité d'investissement de l'Afrique de l'Ouest est plus élevée que les autres sous-régions du monde. Maintenant, pourquoi est-ce que nous devons investir dans notre sous-région? Parce que cette sous-région a la population la plus élevée en Afrique. Il est clair, quand on voit la sous-région, nous sommes environ 412 millions. Ça, c'est la population. Ce qui signifie qu'il y a déjà un marché en matière d'opportunités. C'est ça le numéro 1. Numéro 2, les défis de notre région peuvent devenir des opportunités. Je vais vous donner un exemple. On parle de déficit infrastructurel. Ça signifie qu'il y a des opportunités pour investir dans l'infrastructure en Afrique de l'Ouest. Voilà un peu le paradoxe. On a parlé du défi, mais ces défis regorgent d'opportunités et il est grand temps que les investisseurs en prennent note et investissent en Afrique. Numéro 3, la croissance économique descente malgré les chocs sur le plan mondial et également la croissance dans le monde, c'est la preuve que nous avons la possibilité d'absorber les denrées. Quand il y a une croissance, il y a également la consommation qui augmente. Maintenant, avec 65% de la population âgée de moins de 25 ans, la main-d'œuvre est abondante et la demande est assurée. Aujourd'hui, environ 25% de notre population a moins de 25 ans, ce qui signifie que la main-d'œuvre est disponible. Il y a la demande également. Le dernier point, nous avons des ressources abondantes. Je l'ai dit, on n'a pas que les ressources, mais également des produits agricoles. Il y a un besoin pour nous de transformer cela et d'ajouter de la valeur à ces produits afin que lorsqu'on les exporte, on ait plus d'argent. Pour parler comme les collègues, on n'a pas besoin d'exporter nos ressources brutes. Il faut les transformer. Le vice-président des Finances a parlé également d'industrialisation. Il y a un besoin pour nous et nos leaders d'investir dans l'industrialisation et s'assurer que nous avons les entreprises de transformation sur place pour pouvoir procéder à la transformation de nos matières premières afin de les exporter vers l'Occident et ensuite, ça nous permettra de pouvoir soutenir notre agenda. J'aimerais saisir également cette opportunité pour remercier tout un chacun pour votre temps et votre disponibilité. En réalité, nos panélistes ont fait un travail magnifique. Les présentations étaient appropriées et je suis sûr que nous partons ici en étant accomplis, s'assurant que nous allons avoir une différence dans notre monde. Ceci étant dit, je remercie tout un chacun. Je remercie mon comité d'organisation qui a pour président Dr. Yves-Marie Anthony, directeur du département des risques. Félicitations, docteur Yves-Marie. Anita également et notre ami, merci beaucoup. Et tout un chacun qui a joué un rôle majeur pour s'assurer du succès de ce premier forum d'investissement de la CEDEAO. C'est ma prière qu'on se retrouve l'année prochaine dans une position plus forte pour résoudre d'autres problèmes qui affectent et qui dérangent notre jeunesse et notre sous-région. Merci tout un chacun encore. J'aimerais m'arrêter ici. Merci de votre aimable attention.